1938, Renoir, il a 15 ans de métier derrière lui. Il a pas loin d'une vingtaine de films. Un désir parfaitement légitime de reconnaissance qu'il a eu le plus grand mal à satisfaire. Il ne faut jamais perdre de vue que Renoir, c'est le fils de son père. C'est-à-dire quelqu'un qui, pendant de nombreuses années, a eu beaucoup de mal à percer, beaucoup de mal à être reconnu, et puis qui, un jour, est devenu un des peintres les plus importants de son époque. Jean Renoir a connu une trajectoire un petit peu équivalente. Et la grande illusion marque pour lui le moment de sa reconnaissance. Auparavant, c'était quelqu'un dont, dans le métier, on se méfiait, confusément. À partir de la grande illusion, on sait que Renoir peut rapporter de l'argent. Ensuite, il a l'occasion de tourner La Bête humaine, avec des stars, avec Gabin, avec Simone Simon, avec lui-même dans un petit rôle. Ce film est promis à être l'événement de l'année. Il tourne le film pendant l'été et l'automne 1938. Et c'est au moment où il est en train de tourner ce film, en pleine possession de ses moyens, avec un gros budget, avec derrière lui le fait qu'il est devenu l'homme de la grande illusion, qu'il va lancer le projet qui, à ses yeux, doit être le plus ambitieux. C'est-à-dire le projet dans lequel il veut être l'auteur complet et dans lequel il va pouvoir mettre à la fois la somme de toutes ses recherches formelles depuis des années et probablement un investissement personnel tel qu'il ne l'avait jamais tenté auparavant. Au début, il ne faut jamais oublier que Renoir a tourné ses premiers films grâce à l'argent de l'héritage de son père. Son père est mort en 1919, Renoir a commencé à tourner son premier film 5 ans après. Pendant 2-3 ans, il a eu une liberté financière considérable grâce à soit les toiles qu'il possédait, que de temps en temps il décrochait du mur pour aller les vendre et pour pouvoir rallonger de 2 ou 3 semaines un tournage, soit pour monter une production. Et à plusieurs reprises, entre ses débuts et la règle du jeu, Renoir a tenté l'aventure de la production indépendante. Il crée une société indépendante qu'il appelle la Nouvelle Édition Française, la NEF. Évidemment, le peu d'argent que chacun apportait ne suffisait pas du tout à lancer un tel film. Et la Gaumont va être, par derrière, la firme solide qui permettra à Renoir d'afficher une indépendance et qui, en réalité, lui permettra évidemment de tourner son film. Il a confusément le désir de tourner la page par rapport à son engagement politique des années 36-37 et il jette son dévolu sur une pièce de Musset, un siècle plus tôt, Les Caprices de Marianne, c'est-à-dire à la fois des personnages de légende, Marianne, Octave, son amoureux, Célio, qui est une pièce éternelle, qui est une fausse comédie ou une comédie matinée de tragédie. À partir de cette base, Renoir a conscience qu'il va pouvoir accumuler sur ce matériau un certain nombre d'éléments qui sont des éléments personnels, qui viennent de sa vie, qui viennent de ses lectures, et à partir de cela, il va pouvoir développer son scénario. L'histoire de l'écriture du scénario de la règle du jeu se fait sur 2 périodes. Il y a une première période dont il faut parler maintenant, qui correspond à un moment où Renoir est très occupé, à la fois par les finitions de La Bête humaine, et également par un engagement qu'il avait promis à son ancien assistant Jacques Becker, de superviser son premier film qui s'appellera L'Or du Cristobal. Pendant cette période, Renoir, peu à peu, se détache progressivement de Musset, en intitulant par exemple Les Caprices de Marianne, en le rebaptisant La règle du jeu, et en insistant sur le fait que le film doit représenter l'état des sentiments dans la bourgeoisie de son époque. Est-ce que vous me croyez menteur, moi? J'ai toute confiance en vous. Il va peu à peu donner naissance à d'autres personnages. À partir du trio initial, Octave, Marianne et l'amoureux transi, il va développer le personnage du mari. Il va également imaginer qu'il pourrait y avoir des domestiques qui pourraient jouer un rôle. Va voir le jour un garde-chasse, qui est le garde-chasse du mari. La femme du garde-chasse, qui sera la femme de chambre de l'héroïne. Et puis, il y a déjà l'idée d'un braconnier, qui peut-être pourrait jouer un rôle. Les choses sont encore relativement esquissées, mais néanmoins, on peut dire qu'au bout d'1 mois ou 2 d'écriture, les grandes lignes de l'architecture du scénario sont en place. C'est-à-dire qu'il y aura un épisode parisien
qui va servir d'une espèce de vaste exposition. Et ensuite, le drame va converger en direction de la Sologne. Est déjà en place l'idée qu'il y aura une partie de chasse. Est déjà en place le fait qu'après la partie de chasse, il y aura des événements qui vont se nouer et qui se termineront de façon tragique. Alors, s'il y a quelque chose de très curieux à observer dans l'affiche définitive de la règle du jeu, c'est qu'à l'exception de 2 comédiens, Jean Renoir et Carrette, qui joue le braconnier, aucun des autres comédiens que nous voyons dans le film, que nous connaissons aujourd'hui, n'était prévu au démarrage. Simone Simon a été remplacée par Nora Grégor, ni Dalliot pour le marquis, ni Toutain pour l'aviateur, ni Modo pour le garde-chasse, etc., n'étaient prévus au départ. Tous ont hérité d'un rôle qui n'avait pas initialement été écrit pour eux. Le génie, et je crois qu'on peut employer le terme de Renoir, c'est qu'une fois qu'il change de comédien, d'abord il trouve le bon comédien, et d'autre part, il réussit à faire en sorte d'adapter le dessin de son personnage au comédien et que le comédien s'adapte au personnage. Car il y a cette idée que le comédien a toujours transformé le dessin d'un personnage chez Renoir. En fait, c'est donnant-donnant. Le comédien apporte, par exemple, Dalliot apporte un certain nombre d'éléments qui sont les siens, son côté extrêmement nerveux, son côté extrêmement virevoltant, mais il prend aussi en charge la classe que Renoir entend donner au marquis de la Chesnaye, notamment parce que désormais, lorsque le marquis de la Chesnaye est marié à une femme qui est Nora Grégor, la princesse Starhemberg, il faut aussi qu'il soit adapté en tant que mari à une telle épouse. L'engagement de Nora Grégor a été le seul moyen de remettre le film à flot. Après le départ de Simone Simon, le film a été mis dans un tiroir pendant une semaine. Et c'est la découverte de Nora Grégor et l'engagement de Nora Grégor qui a permis au film de repartir. Reste à savoir qui est Nora Grégor. Il faut se rendre compte que pendant des années, on a cru que Nora Grégor était une débutante, était une comédienne amateur, était quelqu'un qui n'avait fait jamais ni de cinéma ni de théâtre. Or, aujourd'hui, on sait bien que Nora Grégor, en 1938, a 20 ans de carrière derrière elle. Elle a tourné en Allemagne, en Autriche et à Hollywood. C'est une très grande comédienne. Ils se sont rencontrés à Paris parce que Nora Grégor, qui avait épousé quelques années auparavant le prince Starhemberg, qui était un grand dignitaire autrichien, ils avaient été obligés de partir en exil à la suite de l'Anschluss, et Nora Grégor cherchait du travail dans les studios parisiens depuis déjà des mois. Et au moment où Renoir l'a rencontrée, il y a eu probablement une sorte de coup de foudre qui n'est pas forcément un coup de foudre sentimental. Il s'est rendu compte que plutôt que de chercher à remplacer Simone Simon à l'identique, avec Nora Grégor, il avait la possibilité d'engager une vraie professionnelle qui évidemment allait apporter un infléchissement à son film, mais qui lui permettrait aussi de faire monter le chic de son film et l'ambition de son film, notamment l'ambition sociale, d'un certain cran. Renoir s'est engagé dans ce tournage pour la première fois avec un scénario qui n'était pas tout à fait satisfaisant. Il avait les grandes lignes, il avait la construction d'ensemble, mais il restait encore pas mal de travail. Et à la fin du tournage, Renoir écrira dans une lettre qu'il pense que s'il avait été mieux préparé avant de débuter son tournage, le tournage se serait mieux passé. J'insiste là-dessus parce que pour un cinéaste qui a la réputation d'improviser, il est intéressant de voir que l'impréparation ou ce qu'il estime être un peu trop d'impréparation, finalement, ça lui apparaît comme un défaut. Le tournage s'est étalé sur 4 périodes différentes. Première période, on tourne à Paris, la plupart des séquences qui sont au début du film en studio, c'est-à-dire dans l'hôtel de la Chesnaye. Ensuite, on part en Sologne pour tourner à la fois la chasse et puis les scènes qui sont les scènes d'extérieur au château de la Collinière. Enfin, on doit revenir à Paris pour le morceau de bravoure du film, c'est-à-dire tous les épisodes qui se passent à l'intérieur du château de la Collinière, notamment évidemment la grande fête costumée, et puis tous les épisodes qui se déroulent après la fin de la fête costumée. Et puis il reste, pour la dernière période, un certain nombre de scènes qui doivent se dérouler en extérieur, notamment, que l'on a repoussées pour la fin de la période. Or, si on voulait résumer d'un mot l'histoire du tournage de la règle du jeu, c'est qu'au début, tout se passe bien, et puis la machine va se gripper parce que les retards vont s'accumuler, notamment lorsqu'ils vont être en Sologne, ils y vont pour 15 jours, ils y restent 5 semaines, parce qu'il y a des problèmes de mauvais temps. Le retard s'accumule, le budget est dépassé, et lorsque on rentre à Paris pour tourner la fête à la Collinière, par rapport au plan de travail initial, il reste 1 semaine.
Or, il reste à peu près la moitié du film à tourner. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire début du mois d'avril, l'entreprise de la règle du jeu va aller de déconvenu en déconvenu. Et ce qui est fascinant chez Renoir, c'est que, alors que le navire pourrait couler à ce moment-là, il va coûte que coûte se battre avec une vitesse d'exécution incroyable pour faire en sorte qu'il puisse tourner le maximum de choses pour que, à l'arrivée, le film soit sortable. Ces techniciens qui travaillent avec lui depuis longtemps savent exactement ce qu'ils doivent lui donner. Ils révèrent le cinéaste comme un patron. D'ailleurs, il l'appelle le patron. Amicalement, on l'appelle le patron, longtemps avant que la Nouvelle Vague l'appelle le patron, 20 ans plus tard. Renoir est quelqu'un qui est admiré par ses techniciens, un peu comme un grand chef d'orchestre qui est admiré par tous les instrumentistes. Renoir pourrait jouer à n'importe quel pupitre. Et cela permet que lorsqu'il est face à une difficulté de calendrier, il peut tourner à toute vitesse et obtenir très très vite les effets qu'il veut obtenir. Le dernier mois de la fabrication de la règle du jeu prend des allures épiques. Il faut se rendre compte que par exemple le 30 mai, Renoir en est encore écrire à sa société de production en disant si on ne tourne pas telle scène et telle scène, par exemple la scène au Bourget, ou par exemple les scènes au début chez Geneviève, nous ne pouvons pas sortir le film. Et Renoir obtient encore un peu d'argent, 24 heures pour tourner dans un studio. Par exemple, le tout début du film a été tourné à la fin, à la mi-juin, en une nuit, dans un aérodrome de fortune à quelques kilomètres de Versailles. Au début, ils pensaient pouvoir tourner au Bourget. Ils ont fini dans une espèce d'aérodrome où tout le monde a fait un peu de figuration. Et entre 10h du soir et 4h du matin, on a tourné ça à la va-vite parce que c'est vrai que si la scène du Bourget manquait, le film n'avait plus aucun sens. Se rendre compte que Renoir tournait 3 semaines avant la sortie en salle. Et évidemment, quand il ne tournait pas, il montait, il mixait et il s'inquiétait de plus en plus. Ce dont on n'a pas suffisamment parlé aussi, c'est que le film avait été attendu pendant des mois et des mois. Tout au long du tournage, il y a des dizaines et des dizaines de journalistes qui sont invités aux frais de la production pour couvrir l'événement. Dans la presse, on a des dizaines de reportages qui disent « Renoir est en train de tourner un chef-d'œuvre ». Tous les journalistes qui sont allés voir le tournage de La Partie de chasse sont rentrés dans leur rédaction parisienne en disant « ça va être l'événement cinématographique de l'année ». Et lorsque le bateau commence à prendre l'eau au mois de mai, au mois de juin, un certain nombre de gens sont assez contents parce que finalement Renoir c'était celui qui avait tenté l'indépendance totale, d'être l'auteur, le metteur en scène, le dialoguiste, le scénariste, le comédien, celui qui allait enfin montrer qu'il était plus fort que tout, et enfin Renoir allait se casser la figure. La course contre la montre, qui est engagée à partir du mois d'avril, mai 1939, est liée à 2-3 raisons principales. La première, il faut que le film sorte avant l'été. La première idée de Renoir, c'était de sortir son film au tout début du mois de juin 1939, comme il avait sorti, et ça lui avait rapporté gros, comme il avait sorti La Grande Illusion au début du mois de juin 1937. Renoir se tient tout de même au courant de la situation internationale. On parle de guerre. Au mois de mars, on mobilise pendant quelques instants parce que la situation internationale est très tendue. Prendre le risque de sortir le film après l'été, c'est prendre le risque que le film ne sorte jamais. Et de fait, si le film était sorti après l'été, il ne serait jamais sorti. Donc il y a cette course contre la montre. Et puis il y a une course contre la montre qui est la course contre la montre à la fois matérielle et budgétaire. Un studio à Joinville est réservé jusqu'au 15 avril. Le 1er mai, on a les témoignages, les huissiers étaient à la porte du studio tous les jours en disant « Quand est-ce que vous nous rendez nos plateaux ?» Il n'y a plus d'argent. Les comédiens ont été engagés sur d'autres films. Roland Toutain, par exemple, qui joue le rôle de l'aviateur, il est engagé pour tourner au Maroc à partir du 15 mai. Donc il n'est pas question d'envisager de continuer à tourner des scènes avec Roland Toutain au-delà du 15 mai. Donc il y a ce côté couteau sous la gorge. Quelle est la réponse qu'apporte Renoir à cela? Évidemment, ne pas fermer la boutique. En revanche, et là ça devient particulièrement pathétique, il va commencer à amputer. Il y a 3 étapes principales de ce que j'appelle les mutilations et les cicatrices de la règle du jeu. La première étape, ce sont des coupes sur le scénario. Généralement, Renoir s'arrange toujours lorsqu'il coupe une scène rayée sur les pages de son scénario pour récupérer quelques petites choses et les greffer ailleurs. La deuxième étape, ce sont les coupures au montage. Les coupures au montage viennent de 2 raisons principales. La première, c'est qu'il a tourné des scènes
en extérieur, en Sologne, qui devait raccorder avec des scènes tournées en studio. Ces scènes tournées en studio n'ayant pas pu être tournées, de facto, automatiquement, ces scènes qui ont été tournées en Sologne partent à la poubelle. Et la deuxième sorte, ce sont des scènes que Renoir a été obligé souvent de réécrire un peu à la dernière minute. Le meilleur exemple, c'est la scène de l'accident d'auto, le faux suicide d'André Jurieu. Renoir avait conçu une scène beaucoup plus ample, beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à tourner. Lorsqu'il arrive pour tourner la scène, il n'a plus les moyens, il n'a plus l'argent, il n'a quasiment plus les moyens en hommes et en matériel. Il réécrit la scène à toute vitesse, il la tourne à toute vitesse. Une fois qu'elle est tournée, il la regarde en salle de montage, il n'en est pas content. Et là encore, il la laisse dans les poubelles du montage et ces scènes reverront le jour 20 ans après. Ce qui va souffrir le plus des coupes effectuées au montage, c'est tout ce qui tourne autour du personnage de Christine et d'Octave et de cette amitié amoureuse qui se transforme en un amour qui se révèle vers la fin du film et qui était en réalité le point de convergence de toute l'architecture dramaturgique du film. À partir du moment où Renoir a coupé là-dedans, pour un certain nombre de raisons, parce qu'il avait peut-être perdu confiance dans le rôle qu'il incarnait, certains autour de lui pensaient qu'il n'était pas un bon comédien, peut-être parce qu'il avait perdu confiance dans le rôle qu'il avait confié à Nora Grégor, le fait qu'avec son accent, etc., à partir de ce moment-là, il a déséquilibré l'édifice. Et ce n'est pas rien. Il a coupé par rapport au film que nous connaissons environ un quart d'heure de film, une quarantaine de plans. C'est considérable. Or, le film était déjà très dense. À partir de ce moment-là, le film commence à devenir difficilement compréhensible. Et c'est une des raisons, et Renoir en était conscient avant que le film affronte le public, c'est une des raisons pour lesquelles le film, lorsqu'il va commencer à rencontrer son premier public, les critiques spécialisés, le ministre même de l'Éducation, qui va voir ce film pour lui accorder un grand prix qu'il ne lui accordera pas, les gens vont surtout sortir du film, non pas choqués, comme on le croit souvent dans la légende, jamais personne n'a dit que c'était un scandale, même dans la presse d'extrême droite qui ensuite a cloué le film au pilori, on ne parle pas scandale, on dit que ce film n'a ni queue ni tête. L'histoire de la sortie de la règle du jeu est un des chapitres les plus extraordinaires de l'histoire du cinéma. Selon la légende, c'est l'équivalent du Sacre du Printemps ou de la bataille d'Hernani. C'est-à-dire un film qui avait 20 ou 30 ans d'avance sur son époque et qui a été incompris par des abrutis, par des gens qui étaient habitués, je reprends un mot de Visconti, un mauvais mot de Visconti, des gens qui étaient habitués à manger des sardines et à qui on a donné du caviar. Le public n'était pas forcément aussi abruti qu'on a bien voulu le dire. En revanche, les conditions de sortie de la règle du jeu sont un modèle de sabordage. Premièrement, le film sort au début du mois de juillet, c'est-à-dire à un moment donné où les salles commencent à se vider et où la saison est terminée. À cette période-là, la tension internationale est à son comble. Les gens n'ont certainement pas envie d'aller voir une comédie dramatique, une comédie tragique, très riche, très complexe, et par ailleurs, ne jamais perdre cela de vue, qui a été tellement amputé que le film est difficilement compréhensible. Troisièmement, le film est projeté avec, en avant-première, en première partie de programme, un court-métrage à la gloire des colonies françaises. Quel rapport entre le drapeau tricolore qui flotte au vent et ensuite cette vision aigre-douce de la société française et de l'être humain que va renvoyer la règle du jeu. Quatrièmement, depuis plusieurs semaines, on savait dans le tout Paris du cinéma que le film de Renoir avait pris l'eau, c'était l'occasion pour régler des comptes. Cinquièmement, les ennemis politiques de Renoir se sont rendus compte que c'était le moment de déclencher une cabale. On a des témoignages comme quoi, le soir de la première et le lendemain, les manifestations contre le film se déroulaient non pas dans la salle, mais devant la salle. Un certain nombre de gros bras étaient là pour essayer d'intimider le public et ensuite pour faire la claque ou l'anti-claque à l'intérieur de la salle. Et en revanche, ce que la légende n'a pas retenu, et on a quelques témoignages dans la presse de l'époque, par exemple dans le Courrier des lecteurs des journaux, ce que l'on n'a pas suffisamment retenu, c'est que le public était, des premiers jours, était profondément divisé. Certains
spectateurs adoraient le film, pleuraient à certaines scènes, riaient à la scène de la poursuite, tout le monde applaudissait à la scène de la chasse. On n'avait jamais vu une scène comme cela. Et puis, il y avait quelques personnes qui étaient là pour essayer de détruire le bon fonctionnement du film. On a aussi le témoignage que le film a été vu. Le premier jour, le samedi, le film a été montré de 10 h du matin à minuit devant des salles combles. On parlait de la règle du jeu, les gens voulaient voir de quoi il s'agissait. Mais il y avait tellement de mouvements dans la salle, tellement de gens qui n'étaient pas d'accord entre eux, qu'à ce moment-là, les deux directeurs de salle, qui tout de même étaient inquiets à la fois pour la recette et puis ne serait-ce que pour leur fauteuil, sont intervenus auprès de Renoir et ont dit il faut probablement, pour apaiser les esprits, couper un certain nombre de scènes. Et généralement, quand Renoir est face à une difficulté, il laisse faire. Il avait d'autres projets. Il devait partir bientôt travailler en Italie. Il a laissé sa monteuse aller dans les salles de projection même, repérer les passages qu'il fallait couper, et à même les copies. Ils ont encore retiré, sur ce film qui avait déjà été mutilé, ils ont encore retiré environ une dizaine de minutes de film. Et évidemment, le film devenait encore moins compréhensible après ces coupes-là. Il y a la légende qui est que, de même que le film a été pilonné à la sortie, les comédiens ont été traînés dans la boue. C'est une légende qui est très excessive. En dehors de quelques acharnements que je dirais de type politique, par exemple sur le personnage de Dalio, la presse d'extrême droite s'est déchaînée en disant qu'il était inconcevable qu'un comédien d'origine juive joue un marquis, un vieux marquis à la française. Mais là, ça concerne 2-3 personnes, ça ne concerne pas 30 papiers critiques. On serait surpris, en lisant la presse de l'époque, de voir que la plupart des comédiens, même un comédien comme Jean Renoir, finalement, les gens trouvent que c'est assez amusant ce qu'il fait. Il est savoureux, il est parfaitement le rôle qu'il incarne. Cette octave, un peu ours, un peu débonnaire. Certains critiques, lui, prédisent une grande carrière de comédien. Il se trouve que la suite de l'histoire du film aura raison de cette carrière. Il a quitté les écrans, non pas parce qu'il a été censuré ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que la guerre est arrivée. Ensuite, ce qui a coûté cher à la règle du jeu, c'est de ne pas avoir une deuxième, une troisième chance pendant la guerre. Il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'entre 1945 et 1958, le film a été adoré par une génération de jeunes cinéphiles qui ont découvert le film dans des versions toujours improbables, jamais tout à fait les mêmes, toujours tronquées. Ça devenait un film fétiche. En 1958, les fondateurs des grands films classiques rachètent ce film et sont mis sur la piste de boîtes qui dormaient dans un laboratoire. Ils ouvrent ces boîtes, il y en avait environ 200, et dans ces boîtes, ils trouvent des rushs, du matériau, en telle profusion qu'ils se rendent compte qu'il y a là-dedans des scènes que personne n'a jamais vues. Ils ont entre les mains de quoi reconstituer une règle du jeu que personne, même pas Jean Renoir, n'avait jamais vu. C'est un travail qu'ils ont fait de façon admirable, parce qu'ils connaissaient le film absolument par cœur, parce qu'ils adoraient ce film. Ils ont, à partir de ce matériau, reconstitué une version. Et il y a une anecdote qui est amusante à ce sujet-là. Il y a une scène dont ils ne savaient pas quoi faire, c'était la scène du chef d'orchestre. Et pour cause, il manquait tout ce qui précédait qui n'avait jamais été tourné. Alors ils se sont retrouvés avec cette scène, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va en faire. Il se trouve que cette scène dans le scénario devait venir une fois que la fête est complètement terminée. Et si vous regardez le film que nous connaissons aujourd'hui, elle se trouve au milieu de la fête. C'est un véritable joyau, c'est une sorte de parenthèse, c'est un moment de repos, en suspension. Et c'est une scène à laquelle évidemment aujourd'hui il ne faut plus toucher, mais qui n'est pas à la place prévue. Renoir ne travaille pas du tout à cette restauration. Ils finissent par montrer le film à Jean Renoir l'été 1959, quand il est à Paris, qui est en train de tourner les scènes de studio du Déjeuner sur l'herbe. On lui montre un jour le film restauré, ce film qui pour lui appartenait à son passé, à un passé définitivement révolu. Renoir assiste à la projection de ce film. Une fois que les lumières se rallument, Ah, je vous en prie, Lisette, est-ce que je pleure, moi? il sort de la salle en larmes, ne dit pas un mot et retourne à son travail.
La règle du jeu est un film extrêmement riche, avec un grand nombre de personnages, avec une intrigue qui n'est pas affichée de façon évidente. Par exemple, il faut peut-être plusieurs visions pour se rendre compte que, à mon avis, le personnage principal du film, c'est le personnage d'Octave, et que le film est construit de façon très astucieuse autour de la montée en puissance de ce personnage. Tu sais, c'est toi que j'aime. Pourquoi la génération des années 50 et 60 a-t-elle adoré le film? Pour deux, trois raisons principales. Parce que c'était un film qui, avec ses coupes en particulier, avec ses trous, apparaissait moderne. Ce qui était de véritables lacunes apparaissait comme une ellipse, apparaissait comme une élégance, apparaissait comme une audace. Il y avait aussi la réputation du scandale. On était tellement convaincus que le film avait été cloué au pilori en 1939, qu'il avait été massacré par la presse, que le public l'avait boudé. Évidemment, se projeter dans un film qui a fait scandale, ça c'est le côté romantique de l'esprit français qui fait qu'on se reconnaît dans un film, davantage dans un film qui a la réputation d'avoir choqué que dans un film qui est un film de bonne tenue et qui a réuni tout le monde autour de soi. Et puis ensuite, je crois que très très vite, du point de vue du public des cinéphiles, chacun trouvait ce qu'il voulait y mettre dans la règle du jeu. Les gens qui étaient attirés par la peinture de société, y trouvaient une peinture de société. Les gens qui étaient attirés par la salade des amours, la salade des sentiments, y trouvaient la salade des sentiments. Les gens qui étaient intéressés par les prouesses techniques, y trouvaient des prouesses techniques. C'est-à-dire qu'il y a un côté peut-être un peu auberge espagnole dans la règle du jeu. Chacun apporte dans ce film, chacun a même le sentiment, c'est le mot célèbre de Truffaut qui dit « Lorsque je vais voir la règle du jeu, j'ai envie de revenir le lendemain pour voir si c'est tout à fait le même film ». Et ça, c'est l'art de Renoir. Cet art qui est à la fois extrêmement verrouillé, et une fois qu'il est complètement verrouillé, il est ouvert à la vraie vie. Et du coup, lorsqu'on voit le film, on a l'impression que le film se construit comme par enchantement. On ne voit pas l'effort, on ne voit pas le travail, on ne voit pas les cicatrices, on ne voit pas la douleur, on ne voit pas la souffrance. On a l'impression que c'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est le grand art.